Voici quelques jours, lorsque j'ai annoncé à une de mes amies qui est sociologue que j'allais m'entretenir avec Serge Deruet, qui est professeur à l'université de Mons, de la question royale en Belgique, elle m'a posé la question, mais de quoi s'agit-il? Donc, cette question royale apparaît, plus que vraisemblablement, comme un sujet belgo-belge. Et pourtant, il s'agit en fait d'un sujet qui est révélateur de l'histoire politique de toute une série de pays au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une semaine, Serge Deruet, qui est à mes côtés, avait lancé l'idée qu'il serait prêt à aborder la question royale lorsque nous avons eu un entretien sur la grande grève de l'hiver 1960-1961 en Belgique. Bien entendu, j'ai saisi la balle au bond et je lui ai donc demandé, et il a répondu favorablement à ma demande, de bien vouloir accepter mon invitation de traiter donc de la question royale en Belgique. Serge Deruet, un grand merci. Merci pour l'invitation. Enfin, c'est surtout moi qui te remercie, bien sûr. Et je voudrais que tu nous expliques en quoi, et tu l'écris d'ailleurs dans un des deux grands articles que tu écris sur le sujet, le premier en 1991, il y a donc bien longtemps, dans un ouvrage collectif intitulé « Les faces cachées de la monarchie belge ». Alors, ça a été publié conjointement par la revue Contradiction numéro 65-66 et par Tout dit numéro 5. Je montre la publication de l'ensemble de l'ouvrage, et tu as écrit une très importante contribution qui fait 36 pages, intitulée « La phase finale de la question royale, une question populaire ». Alors c'est évidemment le terme question populaire auquel nous allons nous attacher aujourd'hui, puisque ça a tellement d'importance. Ensuite, beaucoup plus tard, je dirais, ça fait quoi, 30 ans plus tard, j'exagère pas? 2011, c'est bien... non, 20 ans plus tard. 20 ans quand même. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, tu écris dans un ouvrage publié sous la direction d'Anne Morelli, Rebelles et subversifs de nos régions des Gaulois à nos jours, publié chez Couleur Livre, un article, cette fois intitulé « Masse rebelle, l'été 1950 et l'hiver 1960 ». Là aussi, il s'agissait d'un article faisant plus d'une vingtaine de pages. Donc, la matière sur laquelle je vais t'interroger maintenant est une matière que tu connais bien, que tu as l'occasion d'approfondir et sans doute de reconsidérer avec 20 ans de distance, d'autant plus que, je suppose, un certain nombre de travaux ont pu compléter ton information. Et je vais te poser tout de suite une première question. On parle de question royale. Donc, question veut dire interrogation ou problème. Voilà. Cette question royale va débuter en 1940, elle se conclut en 1950, donc elle dure une dizaine d'années, mais on peut remonter au début de l'État belge pour en comprendre ses origines. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, volontiers, hein, c'est pour ça que je suis là. Et donc, oui. D'abord, une question que tu as abordée. Question royale, ça paraît une question particulièrement élitiste qui traite de ces personnages des hautes sphères de la société dont sont les rois, mais il n'y a pas de bon Dieu sans diable, donc, hein, pas de question royale.
sont questions populaires, en fait. Hein. Beaucoup pensent qu'ils sont sujets parce qu'un autre est roi, mais en fait, si on renverse les choses, hein, il y a un roi parce que beaucoup se considèrent être ses sujets. Et en conséquence, il y a une question royale qui est une question populaire quand une partie importante de la population finit par ne plus se reconnaître comme le sujet d'un roi. C'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale et qui a culminé dans cette phase de crise aiguë pour l'État belge qui a été l'été 1950. Mais, comme tu le disais, cette question royale qui, on va le voir, hein, j'essaierai de l'indiquer, est une question profondément populaire. C'est en ça d'ailleurs qu'elle nous intéresse, hein, il ne s'agirait que du roi, on s'en intéresserait moins, j'imagine, on laisserait ça à des émissions, qui s'appelle Berne, sur Stéphane Bern, sur les télévisions. Ça s'appelle Secret d'Histoire. Voilà, on laisserait ça, mais on ne fait pas de secret d'histoire, on fait des révélations d'histoire. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va parler d'une question populaire, mais dont les origines remontent loin dans le temps, la formation de l'État belge. Alors en 1830, révolution en deux étapes, c'est une révolution populaire, une révolution qui a été confisquée par les possédants et qui vont, de la même manière que la révolution de Juillet en France en 1830, là où le peuple réclamait la République, offrir, pour bien montrer que le peuple n'a rien à voir d'autre à faire que la révolution pour l'offrir aux possédants, on va leur offrir non pas la République qu'ils réclamaient, mais la monarchie en Belgique. Le peuple fait la révolution, il n'aura pas droit à une République, le suffrage universel, ce ne sera pas du tout à l'ordre du jour, une monarchie au suffrage censitaire. Hein. Et dans ce cadre-là, il faut se chercher un roi, et on aura un roi qu'on va retrouver parmi les noblions allemand, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, et il est intronisé le 21 juillet 1831, donc l'année qui suit la révolution de 1830, et ça donnera la fête nationale belge le 21 juillet. On pense toujours que ça a un rapport avec la révolution, rien à voir, ça a un rapport avec ce qu'on appelle la joyeuse entrée de ce roi. Et qui aura lieu dans 3 jours, hein. Ah ben oui, puisqu'on est le 18 juillet aujourd'hui, c'est dans 3 jours que les festivités vont commencer pour la Belgique. Mais revenons à nos moutons, donc cette intronisation du roi en juillet 1831 se fait dans le contexte d'une Belgique qui s'est séparée des Pays-Bas, et le souverain des Pays-Bas, un souverain protestant, refuse cette séparation et va envahir la Belgique. Et là, on va voir en mois d'août, donc à peine quelques semaines après cette intronisation du roi, après avoir eu une tête couronnée sur le trône de Belgique, un pays envahi par les troupes étrangères. Que faire? Dans l'exécutif, il y a le gouvernement et il y a le roi, mais aucun des ministres n'a d'expérience militaire. Et donc, le seul qui dispose de cette expérience, il a combattu contre les troupes napoléoniennes dans l'armée russe. Ce Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, il va prendre en main concrètement la direction des affaires militaires. Or, la Constitution l'indiquait, il est bien le chef des armées, mais ça ne veut rien dire d'autre qu'une disposition proclamatoire qui attribue au roi représentant de la nation de pouvoir disposer des armées. C'est bien évidemment le gouvernement qui est seul responsable et qui devrait diriger les choses. Sauf que, comme aucun des ministres n'a d'expérience militaire, ici, c'est ce seul membre de l'exécutif qui est le roi, qui va prendre concrètement, personnellement, la direction des armées. Il crée ainsi une coutume constitutionnelle. Cette coutume constitutionnelle sera que le roi peut prendre sans contre-seing ministériel les responsabilités militaires en temps de guerre. Et ça ne serait que une occasion qui d'ailleurs sera rapidement écartée, puisque les Français vont rentrer en Belgique pour défendre ce petit État belge et repousser les armées hollandaises. Ça aurait été un épisode sans lendemain, sinon que cette coutume constitutionnelle, elle va s'inscrire maintenant
dans l'histoire belge, politique et militaire, et qui est celle aussi de la monarchie en Belgique. Ainsi, en 1870, qu'est-ce qu'il y a en 1870? La guerre franco-allemande, la guerre franco-prussienne. Les troupes allemandes ne passeront pas par les territoires de la Belgique, mais on la craint, on a mis l'armée belge au pied de guerre. Qui la met? Mais c'est le souverain, et là c'est Léopold II, le deuxième roi des Belges, qui va, en se référant à cette coutume constitutionnelle, à ce qu'avait fait son père, qui va effectivement prendre personnellement en main la mise sur pied de guerre de l'armée belge. Pas de guerre pour la Belgique en 1870, mais pour la guerre qui suit, la Première Guerre mondiale, celle qui va débuter le 4 août 1914, la Belgique, là, est véritablement envahie. La neutralité belge est renversée, niée par les armées allemandes. Et là, le roi, c'est le roi Albert Ier. Le roi Albert va prendre, lui, comme l'avaient fait ses deux prédécesseurs, les choses militaires en main. Il va vouloir diriger les opérations militaires, ce qui aurait d'ailleurs pu créer, dès l'été 1914, une véritable question royale, telle qu'on va la voir surgir dans la Deuxième Guerre mondiale. On est en 1914, les troupes allemandes avancent sur le territoire de la Belgique, elles renversent les fortifications de la Meuse, celles de Liège, celles de Namur, et elles foncent sur Anvers. Anvers, qui a les fortifications qui sont considérées comme les plus remarquables, les plus solides d'Europe, et dans lequel le roi va vouloir, encouragé par son secrétaire, vouloir tenir ce qu'on va appeler le réduit national d'Anvers fortifié. Le gouvernement se rend compte que les fortifications sont des fortifications vieillies, elles ne tiendront pas contre des obus de 42 cm, donc il faut lâcher Anvers, et donc le gouvernement propose de se retirer. Le roi s'obstine là à vouloir rester sur Anvers, et il faudra finalement qu'il accepte ce retrait, évitant ainsi de poser la question de la division au sein de l'exécutif entre un gouvernement qui, lui, prenait les routes de l'Ouest et de l'exil, et un roi qui décidait de rester dans Anvers, qui pouvait être pris par les Allemands. On a ainsi invité une première question royale, question de la division de l'exécutif entre le gouvernement et le roi. Cette question, je me posais la question, elle va réapparaître dans la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, je te remercie pour cette très longue introduction, mais comme tu m'as dit que tu avais un emploi du temps extrêmement chargé dans le courant de cet après-midi, pour toi-même, pour éviter que nous télescopions des questions très importantes en cours d'entretien, je vais me permettre de te demander peut-être de synthétiser un petit peu ton propos, parce que je vois que tu es très enthousiaste et tu es passionnant, mais effectivement, j'ai relu très attentivement, comme tu le sais, les deux articles, 30 pages d'un côté et plus de 20 pages de l'autre côté, et j'ai des très nombreuses questions à te poser. Donc ce serait intéressant peut-être maintenant, pour pouvoir aller à l'essentiel, voilà, de pouvoir un peu serrer donc les éléments des réponses. Donc, tu vas nous expliquer, si possible pas trop longuement, ce qui se passe en 1940, comment dirais-je, l'affrontement et le divorce entre le roi Léopold III et d'autre part son gouvernement, et puis alors nous allons essayer de passer très rapidement à la période qui suit immédiatement la Deuxième Guerre mondiale pour arriver alors aux événements de 1950. Donc pourrais-tu nous expliquer donc assez rapidement, même si c'est essentiel pour notre propos, ce qui se passe donc au mois de mai 1940. Eh bien voilà, oui, on y vient, et c'est vrai, tu as raison, on va se centrer sur ces aspects. Je l'avais signalé aussi au début, la question royale n'a d'intérêt que parce qu'elle est populaire, donc les aspects
de cette question royale populaire qui sont ceux de 1950. Mais donc, on est en 1940, le 10 mai 40, Deuxième Guerre mondiale qui débute par l'invasion de la Belgique par les troupes nazies, cette fois pas allemandes, les troupes nazies. Et donc la Belgique l'armée belge va reculer pendant 18 jours, la campagne des 18 jours. L'armée belge aura résisté 18 jours seulement, et même avant, c'est le 28 mai, le 25 mai, dans un petit village de l'extrême nord-ouest de la Belgique, de Flandre occidentale, près de Bruges, à Wijnendal. À Wijnendal a lieu la dernière entrevue entre ce gouvernement et leur roi, qui sont pressés par les troupes nazies, et la question se pose, que faire, comme elle s'était posée en 14 à Anvers? Est-ce qu'on tient la place d'Anvers, le réduit national, ou bien est-ce qu'on prend les routes de l'exil? Le gouvernement, on est à Wijnendal, 25 mai 40, décide de prendre les routes de l'exil pour continuer la guerre contre les nazis avec les alliés. Le roi, qui est le roi Léopold III, la refuse et décide, comme il le dit, de rester auprès de ses troupes. Mais rester auprès de ses troupes, ça veut dire rester confronté à une armée d'occupation. Et si on peut dire qu'en 14, Albert Ier serait trouvé devant un de ses pairs, devant l'empereur Guillaume, et là on ne se retrouvait pas avec Léopold III devant n'importe quelle tête couronnée, on se retrouvait devant Hitler. Et c'était une autre donne, c'était une autre coloration idéologique également. Léopold III décide de rester auprès de ses troupes, et donc il décide de se retrouver sous le joug du Reich nazi, de l'empire nazi, alors que le gouvernement fait division de l'exécutif, la question royale est posée. Léopold décide de rester pendant la guerre. Et on va voir que pendant la guerre, il y aura les entretiens de Berchtesgaden, il rencontre Hitler, et là il proposera quelque chose qui ressemble, on n'aime pas le dire puisqu'il s'agit d'une tête couronnée, mais qui ressemble à une politique de collaboration, qu'il confirmera d'ailleurs dans toute la guerre. Il y a l'ouvrage, je pense que tu vas le signaler, de Jean Stengers, hein, sur Léopold III pendant cette Deuxième Guerre mondiale, qui contribue à le montrer. Et puis on a au début de l'année 1944, qu'on a appelé le testament politique du roi, dans lequel il rappelle comme les Bourbons, je pense, il va chercher, hein, qu'il n'a rien oublié, qu'il n'a rien appris, et il reste fermement attaché à une politique qui ressemble, comme un œuf ressemble à un autre, à une politique de collaboration avec le nazisme. Et donc... un tout petit mot. Simplement, pour nos amis français, on peut dire que Berchtesgaden, c'est l'équivalent de l'entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. Voilà. Disons-le de cette manière, et comme ça, on est un peu éclairé sur ce que c'est. Donc on voit, pendant la guerre, un gouvernement qui est en exil et un roi qui est resté au pays et qui est donc sous le joug de l'empire nazi. Qu'est-ce qui va se passer alors? On connaît la suite des événements. Hein. On aura une fin de guerre qui commence, ça on le sait moins, parce qu'on la voit cette fin de guerre du côté occidental débuter le 6 juin 1944 lors du débarquement des troupes américaines, on peut le dire ça, même si ça prend un peu de temps, c'est toujours intéressant de le signaler, mais la guerre elle est aussi de l'autre côté, c'est l'armée rouge et l'Union soviétique, et qui le fait à partir du 2 février 1943, la libération de Stalingrad, qui va repousser l'armée nazie. Ça sent mauvais pour les nazis, et puis quand du côté occidental les États-Unis décident de débarquer, surtout pour éviter aux soviétiques le soin de libérer seul Berlin, ça vaut la peine de le signaler, on voit, ils vont aller très vite pour prendre Anvers, qui sera une tête de pont pour filer vers Berlin. Les armées nazies là vont reculer, et elles emportent dans leur recul Léopold III, qui est considéré comme un prisonnier, entre guillemets pourrait-on dire, et les troupes alliées le c'est passé pour Pétain aussi. Voilà. Oui. Et les troupes alliées très juste, et les troupes alliées le libéreront alors en Autriche, libéré entre guillemets donc, et là, le roi devient un personnage encombrant. La guerre est finie, donc il pourrait retrouver sa place sur le trône, mais il y a cette politique de division avec le gouvernement, et une politique non quelconque, puisqu'elle est celle d'une collaboration probable, plausible, possible avec l'ennemi qui est l'ennemi nazi, et
Donc on va tenter d'enterrer les choses. Et on va proposer au roi, hein, ce qu'on appellerait une maladie diplomatique, hein, d'aller un peu se reposer à l'extérieur du pays. Il le fera près de Genève, à Prégny, de l'autre côté du lac Léman, en Suisse, dans une résidence. Belle villa, un château en fait, un palais qui s'appelle la résidence du reposoir, bien nommé, parce que c'est là que le roi va aller se reposer, mais c'est là aussi que va reposer, et pour quelques années, cette question royale en même temps que lui. Il ne rentre pas au pays, la Belgique est toujours une monarchie, c'est son frère qui va assurer la régence, mais un régent n'est pas le roi, et donc pendant quelques années, on aura un roi qui reste en exil et qui ne rentre pas. On sent que la question royale pèse sur les années d'après-guerre en Belgique et que sa résolution posera d'énormes problèmes. Et il faut la résoudre. Et c'est là que on tentera de la résoudre à partir de l'année 1949 seulement, donc 4 ans après la Deuxième Guerre mondiale. On se dit que le roi devrait pouvoir rentrer, en tout cas qu'on doit poser la question de son possible retour. Et alors c'est dans ce contexte-là qu'intervient donc l'idée d'une consultation populaire. De qui vient-elle cette idée-là de consultation populaire? Est-elle inscrite dans la Constitution? Je te laisse t'exprimer. Eh c'est une idée qui est évoquée par un des grands partis politique belge, le Parti social-chrétien, anciennement le Parti catholique. Il y en a 2 autres grands partis, Parti libéral et Parti socialiste. C'est le Parti social-chrétien qui envisage cette idée d'une consultation populaire pour organiser le retour du roi. Pourquoi une consultation populaire? C'est en fait un référendum, mais un référendum qui ne dit pas son nom. Parce que le référendum est anticonstitutionnel en Belgique. On ne peut pas en organiser. Et donc, si on veut trouver cette solution d'un référendum anticonstitutionnel, on va tourner la difficulté en proposant de l'appeler autrement. De la même manière, c'est dans un roman d'Alexandre Dumas, il y a ce moine Gorenflot, un bon vivant, qui en période de carême aurait voulu manger une poularde, qui était interdit, et va donc la baptiser poisson pour pouvoir la voir atterrir dans son assiette. Mais le référendum sera baptisé consultation populaire et on décidera alors, le Parti social-chrétien au pouvoir, en lien avec les libéraux à cette époque, décidera alors qu'il sera lié par les résultats de cette consultation populaire, de ce référendum qui ne dit pas son nom. Voilà. Alors, 2 questions ici. Qui est au pouvoir en 49 et en 50? Va-t-il y avoir un changement de gouvernement qui va justement peut-être modifier la donne? Je te laisse répondre, même si je connais bien sûr la réponse. Quel va être le résultat de ces consultations populaires? Parce que c'est tout à fait essentiel. On va avoir des clivages qui vont apparaître. Et à ce moment-ci, je te laisse poursuivre. Voilà, donc on est en 1949, on décide cette consultation populaire. Ce sont les catholiques, le Parti social-chrétien qui est au gouvernement en coalition avec les libéraux. On discute avec Léopold. Il y a des va-et-vient, des allers-retours entre Bruxelles et Prégny, la résidence du reposoir. Et là, il faut fixer une barre. Un seuil au-delà duquel on pourrait se dire que la consultation populaire est suffisante. Léopold III, c'est un roi, tout en exil soit-il, qui a ses conceptions aristocratiques, si peu démocratiques, il l'a montré dans la Deuxième Guerre mondiale, où il défend le corporatisme en même temps qu'il mène une politique qui ressemble à celle de la collaboration, va-t-on dire. Et donc, ce roi refuse de se soumettre à un 50%, une majorité simple. Il faut un surcroît de démocratie, si l'on peut dire, pour la question qui le concerne, et on fixera la barre à 55%. Si il y a 55% des Belges qui s'expriment pour son retour, il reviendra. Et donc la consultation populaire va être organisée, et elle sera organisée le 12 mars 1950.
Le 12 mars 1950, on est toujours sur le même gouvernement, chrétien et libéral. Le changement de gouvernement interviendra plus tard et j'y arrive tout de suite. 12 mars 1950, consultation populaire. Que sont les résultats? Et les résultats donnent un résultat favorable au retour de Léopold. La barre des 55% est dépassée. 57,68% de Belges qui s'expriment pour le retour du roi. Il pourrait donc revenir sans problème. Mais comme j'ai dit, la question royale est une question populaire et donc va se poser le problème du refus d'une partie importante de la population de son retour. Alors maintenant, c'est ça qui est le plus intéressant. Que donne le résultat de ce... Parce que c'est un sondage, c'est plus qu'un sondage, en vraie grandeur. Ici, il ne s'agit pas de projection, comme on le voit souvent dans les sondages à l'heure actuelle. Là, c'est toute la population, entendons-nous bien, qui pouvait voter à cette époque-là, en tout cas, belge, bien entendu, qui donne son avis. Et alors là, on va voir apparaître des clivages à la fois communautaires, des clivages sociaux, des clivages également géographiques, ceux-ci étant liés d'ailleurs aux clivages sociaux. Eh bien, donc, c'est intéressant de prendre un moment sur les résultats de cette consultation. Elle va montrer d'abord, on le signale souvent, une division profonde du pays entre le nord et le sud, entre la Flandre au nord, le sud, la Wallonie au sud. On aurait une Flandre léopoldiste et une Wallonie anti-léopoldiste, et c'est vrai que les résultats penchent dans ce sens. On le voit, on a les résultats par arrondissement. Les arrondissements flamands sont tous dans une large majorité en faveur du retour du roi, là où il n'y a que 4 arrondissements wallons, c'est les plus agraires qui se prononcent pour ce retour, et tous les autres, les arrondissements wallons, se prononcent contre. Question qui opposerait le nord et le sud, la Flandre et la Wallonie, mais c'est plus que ça. Parce que quand on affine l'analyse, on se rend compte que ce n'est pas simplement la Flandre qui a voté pour le retour du roi, mais dans la Flandre, c'est l'électorat catholique, en grande partie beaucoup plus important que du côté francophone, qui vote pour le retour du roi. Donc on aurait alors un autre clivage, catholique, laïque, les catholiques en faveur du retour, les laïcs contre le retour du roi. On pourrait le voir de cette manière. Deuxième clivage. Mais si on affine encore les choses, on se rend compte qu'il y a un clivage qui est rural-urbain. Dans les villes, on voit une opposition plus grande que dans les campagnes au retour du roi. Mais pas seulement cela. Parce que sinon, Bruxelles, qui est la toute grosse ville, se serait prononcée en faveur, donc contre le retour du roi. Non, Bruxelles reste partagée. Les villes où ça se passe, ce sont les villes wallonnes, et les villes ouvrières, les villes industrielles. Donc on peut se dire qu'il y a un clivage qui oppose les travailleurs aux possédants. On peut le voir notamment sur ces autres grandes villes, celle d'Anvers, noyée dans l'arrondissement électoral d'Anvers, mais c'est là, à Anvers, que l'on retrouve le plus d'opposition au retour du roi dans cette Flandre majoritairement léopoldiste. Donc, clivage régional, nord-sud, mais qui est matiné par un clivage religieux et laïque, et un clivage en fin de compte urbain-rural qui masque le clivage possédant-travailleur, de sorte qu'on pourrait dire en termes d'idéal type, comme nous aurait dit Weber, qu'on aurait un paysan catholique flamand qui serait pour Léopold, et on aurait un ouvrier athée wallon qui serait opposé en son retour. La question sociale va maintenant se poser. Entendu, on va donc parler bientôt de la grève générale. Que représente au fond le roi? Est-ce qu'on a voté contre lui pour des raisons symboliques, ou, comme tu viens de l'évoquer ici, parce qu'il représente les intérêts des possédants? Et sinon, et pourquoi? Au fond, oui, alors là on est dans la symbolique. Représente-t-il les intérêts des possédants, ou s'agit-il vraiment d'un problème plus fondamental, dans la mesure où il représente l'idée, et la mémoire des Belges n'est pas courte, l'idée d'un État fort, l'idée d'un État
d'un sommet de l'État autoritariste qui n'est pas démocratique. Et alors aussi, je me permets de lire un petit passage qui se trouve sous ta plume dans l'article que tu écris en 1991 et qui est celui-ci. Tu fais référence, page 241, note 68, au texte du testament politique de Léopold III, qui se trouve donc dans un recueil de documents, sous le titre « Mémoire du roi écrit pour être personnellement et confidentiellement remis à Pierre Lot », hein, qui était Premier ministre à ce moment-là, terminé le 25 janvier 1944, et je cite alors donc le texte du roi dans ce courrier confidentiel, enfin dans ce mémoire confidentiel: la fédération paritaire des syndicats patronaux et ouvriers en groupement professionnel, ainsi qu'un réajustement judicieux équitable entre le travail et le capital, permettront d'introduire au sein des entreprises les conditions d'une saine collaboration. Tous ces termes sont importants, et surtout celle de collaboration. J'aimerais bien que tu fasses un petit commentaire là-dessus, parce que ça révèle la vision de la société, Léopold III. Là, on n'est pas seulement dans, comment dirais-je, une vision purement, je dirais, liée à une confession quelconque, puisqu'on sait qu'il était très catholique. Je te laisse poursuivre. Oui, ben on voit bien cet extrait, hein, Léopold représente une conception qui trouve ses racines dans ce que l'on appelle ce courant politique, qui est le fascisme. La collaboration avec le nazisme dont on accuse Léopold se trouve un peu, peut-être pas confirmé ici, mais se trouve recoupé par cette sympathie qu'il manifeste pour les idées du fascisme. Idée de solidarité, certes, mais pas de solidarité de classe, une solidarité sociale des opprimés, non, une solidarité nationale, et il propose là rien d'autre que la collaboration des classes, le corporatisme, c'est là son idée, et donc on peut se dire que l'opposition à Léopold était une opposition qui se fait en termes de social, en termes de politique, mais aussi il y a tout cet aspect de la politique du roi pendant la guerre, pendant l'occupation nazie, qui a opposé résistants et collaborateurs, et tout ça rejaillit évidemment sur la question royale. Ce n'est pas sans lien avec l'opposition qui va naître. On essaie d'analyser donc ici les résultats de la consultation populaire pour voir en quoi on se retrouvait devant des clivages, des confrontations, des oppositions à l'intérieur de la société belge. Donc on a dit le roi peut rentrer, il ne rentrera pas précisément, et c'est là où je voulais en venir, c'est précisément parce que ce monde du travail particulièrement opposé, quoique minoritaire, surtout un monde du travail des régions wallonnes opposées au retour du Léopold, ne s'en laissera pas compter. Le roi pourrait logiquement rentrer, il mettra du temps à rentrer. On va organiser pour ça des élections, et les élections qui ont lieu en juin 1950, ces élections vont pour la première fois offrir une majorité de sièges au Parti social-chrétien, le seul parti qui défend le roi. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai signalé les deux autres partis, le Parti libéral, le Parti socialiste. Il y a également le Parti communiste qui a joué un rôle capital, prépondérant dans la résistance, mais tous ceux qui se prononcent pour Léopold vont avoir cette tendance à voter pour le Parti catholique. C'est surtout le cas en Flandre. L'électorat libéral va littéralement se vider, être vidé au profit de ce Parti social-chrétien. On peut se dire que la question royale a joué. Oui. Je voudrais te poser à ce niveau-ci de notre conversation la question suivante. Tu as à juste titre recentré la définition du fascisme sur la notion de concorde des classes, de collaboration de classes, parce que trop souvent, aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien, que dans les médias, lorsqu'on évoque le danger fasciste, on se réfère essentiellement au racisme, à une forme de nationalisme exacerbé, mais on oublie ce qu'il y a essentiellement derrière le projet fasciste,
c'est une idée de collaboration de classe, donc l'idée d'une société qui est conçue verticalement et non pas, comme dans le cadre de la lutte des classes, ou même chez nous, même si c'est, comment dirais-je, édulcoré, une organisation de la société où il y a des organisations professionnelles, ouvrières, d'employés, et d'autre part des organisations de classe moyenne et de fédérations de grosses entreprises. Donc, chez nous, en Belgique, on parle de dialogue social, on parle de négociation, c'est un système qui a donné des résultats mais qui vaut ce qu'il vaut, mais ici, dans le système fasciste, là, on met ensemble les ouvriers, les employés, les cadres et les patrons de telle manière qu'aucun conflit social ne soit possible. Pour essayer de résumer en 2 mots. Je voulais savoir, lorsque le Parti social-chrétien, qui devient majoritaire et qui peut former une majorité à lui tout seul au Parlement, qui va soutenir un gouvernement homogène en 1950. Lorsque ce gouvernement soutient le roi, il a une vision, je dirais, de concorde de classe, c'est ce qui fait un petit peu la marque de fabrique des socio-chrétiens, la concorde des classes. Est-ce que ça signifie que dans l'ADN des partis socio-chrétiens, il y a une parenté, un cousinage avec le fascisme? Ça, c'est une autre question, oui. Une large question, on peut le dire. Hein. Le corporatisme porté à la fois par l'un et par l'autre, ceci étant, on va distinguer une question volontairement difficile que je te pose. La tendance sociale chrétienne, oui. démocrate chrétienne, celle du courant lamnésien, de Lamennais qui s'était, ces chrétiens qui s'étaient au XIXe siècle ralliés au libéralisme, mais avec cette nostalgie de cette société féodale où tout était finalement bien huilé dans la machine, ce qui était en haut et ce qui était en bas fonctionnant en harmonie. Il y a cette idée de corporatisme et le fascisme va puiser dans cette idée, mais la remettre au goût du jour, qui n'est pas cette conception d'un autre temps bucolique du corporatisme agraire féodal, mais la conception dans le monde industriel qui passe par la destruction des organisations de défense des travailleurs. Voilà un peu ce qui peut être le lien. Et donc on a, je disais, après ces élections, une majorité. Pas une majorité en voix nécessairement. C'est un peu moins de 48% des voix pour le Parti catholique, c'est déjà énorme. Mais en siège, il y a une légère majorité. Il y a 108 sièges sur 112 pour le Parti catholique. Et on va former ce gouvernement et faire revenir le roi. Et donc c'est ce à quoi le gouvernement va s'atteler. Mais à côté de ça, on a les masses ouvrières dont j'ai parlé qui vont être ce fédérateur de la résistance à Léopold, qui se mettent en branle et du côté de cette épine dorsale de la classe ouvrière wallonne, celle des bassins houillers, des bassins sidérurgiques du Hainaut et de Liège, qui vont déjà se mobiliser. Ils rentrent en grève dès après le référendum du 12 mars. Les choses s'apaisent à la faveur des élections, où toutes les élections se font sur cette question du retour du roi, ce qui va donner cette majorité au Parti social chrétien. Le Parti communiste, lui, va introduire l'idée que l'on pourrait passer maintenant à la République, et il le fera à la faveur de ces élections. Voilà le résultat des élections. Le gouvernement est un gouvernement uniquement catholique, social, chrétien, et il va pouvoir faire revenir le roi. Et donc, on opérera alors la possibilité de son retour à travers des débats parlementaires qui vont débuter en juillet, le 11 juillet, et qui vont se terminer le 20. Le 20, c'est-à-dire la veille de la fête nationale belge, une dizaine de jours pendant lesquels on va décider des modalités du retour sur le trône
de Léopold, de son retour de Prégny en Suisse, hein, vers Laken, vers son palais de Laken en Belgique. Mais à côté de ça, les masses ouvrières se mettent en branle, et derrière des organisations, quelquefois elles doivent pousser l'organisation socialiste, les organisations syndicales, la FGTB, l'organisation syndicale socialiste, qui vont déjà vouloir prôner la grève. Et cette grève, elle se manifeste dans ces journées de juillet. Le roi va rentrer, non pas le lendemain de la fin des débats qu'il autorisait, le jour de la fête nationale, on ne fêtera pas on ne fêtera pas la nation avec lui, va rentrer le lendemain. L'historien américain Aram Goki traite de la question royale dans son ouvrage, parle, et je vais le dire en anglais, je le traduis, d'un cowardly return, d'un retour couard, en fait, du roi au petit matin du 22 juillet, donc le lendemain de la fête nationale, les lampions sont à peine éteints, hein, le roi va rentrer, débarquer, il est protégé par une aile militaire et de gendarmerie qui veulent éviter toute contestation. Mais les grèves se déclenchent dès le 22 juillet et toute la fin du mois de juillet sera celle d'une opposition qui va mener la Belgique jusqu'aux portes de l'insurrection. L'insurrection n'est pas la révolution. La révolution, elle s'est passée en 1830. On n'a pas eu, comme en France, des révolutions en Belgique dans le 19e, mais en été 1950, on pourrait renouer avec ce climat insurrectionnel. Je peux peut-être essayer d'en donner quelques indications. Oui, et ce serait peut-être par la même occasion de définir en quelques traits bien marqués quels sont les caractères de cette grève générale, à la fois quant comment dirais-je, les soutiens qu'elle peut avoir dans le monde politique, parce qu'on n'a pas vraiment encore parlé du Parti socialiste ici, hein. On a, si j'ai bien compris ce que tu as dit, il y a d'abord des grèves qui viennent de la base, puis elles sont relayées et soutenues ensuite par l'appareil, et l'appareil vient après, si j'ai bien compris, mais on n'a pas encore entendu parler vraiment du relais politique, c'est-à-dire du PSB jusqu'à présent, hein, Parti socialiste belge. Et donc, là, j'aimerais bien savoir quels sont les soutiens, quelle va être la durée également de cette grève qui la distingue de celle dont nous avons pu parler la semaine passée, et qui est une grève qui dure quand même entre 5 et 6 semaines, hein, en 1960-61. Donc si tu pouvais énumérer les différents caractères, s'il y en a 3 ou 4, et alors les développer, le cas échéant, c'est ce que tu comptais faire avant que je te pose la question. Ben voilà, oui. On fait référence à cette grève 10 ans plus tard, la grande grève de l'hiver 60-61, la grève du million de travailleurs, une grève qui est longue de 1 mois, 5 semaines. Ça ne sera pas le cas, ce serait une grève plus courte, celle des derniers jours du mois de juillet, mais une grève d'une grande intensité. Et on renoue là avec les grèves politiques qui avaient été le fait du monde ouvrier belge avant la Première Guerre mondiale. Le monde ouvrier belge était le premier au monde à développer des grèves générales pour une revendication politique qui était le suffrage universel. À cette époque, 3 grandes grèves générales avant la Première Guerre mondiale. On renouera avec une grève politique, mais ici, pour une question qui concerne le chef de l'État, qui concerne la monarchie, véritable question royale, question populaire donc, puisque ça sera une partie importante et non quelconque, la partie ouvrière, organisée de la population qui s'opposera au retour du roi. Grève relativement brève, dans les derniers jours de juillet. Quelle va être... Va-t-elle être violente, cette grève? Oui, elle sera violente, je vais y revenir, mais comme tu m'as demandé de parler du rôle du Parti socialiste, le Parti socialiste, lui, il prône le retrait du roi en faveur de son fils Baudouin, qui n'est pas sa majorité, mais qui le roi pourrait déléguer jusqu'à sa majorité ses pouvoirs, ses prérogatives royales, et il est pour le maintien d'une paix sociale. Or, à la base, ça bouillonne et ça conteste. Et cette grève va prendre, j'ai dit, des aspects qui vont mener le pays au bord de l'insurrection. Ce n'est pas rien dire.
On va voir par exemple des sabotages qui vont être organisés dans ces derniers jours de juillet, et on a les rapports de la sûreté de l'État, ils sont publiés dans l'ouvrage du Premier ministre de l'époque en 1960, qui est publié en 1975, et il reprend les rapports de la sûreté de l'État, c'est une mine fabuleuse de renseignements, des sabotages qui interviennent. On est à quelques années à peine de la résistance. Il y a une résistance qui a été dirigée par le Parti communiste, ce Parti communiste derrière les partisans armés, l'armée belge des partisans, ces partisans se remettent sur le pied de guerre pour la question royale, et on va voir réapparaître des opérations de sabotage. Il va y avoir des barricades aussi. Des barricades aussi qui vont se dresser dans tous les quartiers ouvriers, du côté de Liège, dans le Borinage, la région de l'ouest de Mons. On va voir région ouvrière, on va voir des quartiers qui sont entièrement contrôlés par les grévistes qui dressent des barricades et qui font prendre l'aspect de cette guerre civile, de ce climat insurrectionnel. Mais on n'est pas encore à l'insurrection. Or, cette insurrection, il ne tardera pas à venir. Le Parti socialiste et les organisations syndicales socialistes qui veulent maintenir la paix sociale craignent, d'une certaine manière, ce climat, veulent l'encadrer. Et dans ce cadre-là, ils vont proposer un mot d'ordre qui sera une grande manifestation nationale, la marche sur Bruxelles, qui vise à canaliser l'opposition vers une grande manifestation anti-Léopolis. Et on verra que cette manifestation va prendre une autre tournure que ce qui était envisagé. Tu avais une question ? Oui, j'avais une question. Était pour savoir si l'appareil d'État a-t-il réprimé de la même manière les manifestations ouvrières que l'État français 2 ans plus tôt, lorsqu'en 1948, il y a eu ces grandes grèves, qui ont été réprimées par le ministre de l'Intérieur à l'époque, Jules Bock, qui était donc membre de la SFIO. Mais la gendarmerie tend, il y a des affrontements, et il y a effectivement des blessés, et il y aura même des morts. J'en étais à ce mot d'ordre, qui est lancé seulement dans les derniers jours de juillet, le 28 juillet, les jours sont importants, là, le 28 juillet 1950, une grande manifestation marche sur Bruxelles. Mais des affrontements ont lieu régulièrement entre les grévistes et les forces de l'ordre. C'est une grève violente, une grève d'exacerbation des tensions, et 2 jours, moins de 48 heures avant cette marche sur Bruxelles prévue pour le 1er août, le 30 juillet, dans la commune ouvrière liégeoise de Grasberler, la répression va s'abattre sur le monde ouvrier, et ça ne sera pas moins de 4 travailleurs qui vont mourir sous les balles. Donc cela va susciter une émotion énorme, et cette marche sur Bruxelles, qui à l'origine est envisagée par les organisations syndicales et le parti pour canaliser, va se dérouler dans un... Et alors on voit les rapports de la sûreté qui indiquent les sabotages, mais les sabotages ils diminuent sur les voies ferrées, parce qu'il faut laisser acheminer les gens vers Bruxelles. Les partis armés, je l'ai dit, sont remis sur pied de guerre. On va se dire, cette manifestation, cette marche sur Bruxelles va être armée. Elle pourrait prendre cette allure insurrectionnelle. Et la sûreté de l'État décrit ça, on le voit dans ses rapports. Les travailleurs vont essayer de tourner les barrages. Ils partent en camion dès le 30 juillet et le 31 juillet, la veille de la programmation de cette marche. Ils sont déjà dans Bruxelles, et cette manifestation, on le sait, va prendre une tournure violente. Et c'est dans ce cadre-là que va se résoudre finalement cette question royale. On a donc d'un côté le gouvernement chrétien homogène qui a organisé le retour du roi, et on a la contestation qui prend une allure qui pourrait devenir une allure d'affrontement ouvert à Bruxelles même, entre les manifestants, la population soulevée, et les forces de l'ordre, donc en être une véritable insurrection. Et c'est là que va se dénouer les choses. Parce que cette marche sur Bruxelles, j'ai dit, elle a mené la Belgique aux portes, au bord de l'insurrection, mais pas à l'insurrection, parce qu'elle sera arrêtée et court-circuitée. Comment ? Le soir qui précède,
le gouvernement du vieux Tsar, le gouvernement chrétien, homogène, va rencontrer le roi et le presse d'abdiquer en faveur de son fils. Il ne peut pas, il n'a pas encore la majorité légale, son fils délégué ses pouvoirs, abdiquer dès qu'il aura l'année suivante cette majorité légale, et on voit Léopold et ses conseillers, et parmi ses conseillers d'ailleurs, un ministre du gouvernement catholique qui prend fait et cause pour le roi, et qui refuse obstinément cette abdication, et qui vont envisager, eux, ce gouvernement royal, qui aurait été un gouvernement autoritaire, un gouvernement fort, ce précisément contre quoi les grévistes luttaient, voyant en Léopold l'autoritarisme, sinon les relents du fascisme qui avait été combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on va voir cette opposition se manifester maintenant entre un gouvernement qui veut à tout prix maintenir le calme social et qui va presser Léopold à accepter la délégation des pouvoirs à son fils Baudouin, et un roi qui refuse obstinément. Il doit faire une déclaration dans la soirée qui précède le 1er août, le jour de la marche sur Bruxelles. Il ne la fait pas. Et là, le gouvernement va se porter au palais de Laeken et va se tenir le dernier conseil des ministres avec le roi dans ce qu'on va appeler la nuit de Laeken. Elle commence à 2h30 du matin, cette nuit de Laeken. On a parlé de jour. Et ici, je vais parler d'heures, parce que presque les minutes vont compter. À 2h30, le roi se réunit avec les ministres qui le pressent d'accepter cette délégation de pouvoir. Le roi s'obstine à le refuser. Il va alors rompre la discussion et il va laisser le premier ministre seul dans le palais royal. Il va discuter avec ses conseillers sur ce qu'il s'agit de faire, et en tout cas le refus d'accepter cette délégation du pouvoir. Alors on imagine le Premier ministre, il est à la tête d'un pays qui est menacé par une insurrection le lendemain, et il se retrouve coincé comme prisonnier, si l'on peut dire, dans une des salles du palais royal sans savoir quoi que ce soit. Il demande au roi de revenir, et il reviendra finalement, ce roi, et il acceptera une formule de délégation des pouvoirs, mais qui conditionne au retour de la paix sociale. Alors le gouvernement va s'en emparer. Il est là 6h30 du matin. C'est-à-dire qu'on est à 30 minutes, une demi-heure, des informations de l'INR, la radio nationale, qui pourra annoncer la nouvelle à 7h du matin, ouverture des émissions de cette radio. Le temps presse donc, on est presque à des minutes près. Le roi accepte la délégation, il la conditionne, le gouvernement prendra cette délégation comme étant une délégation presque inconditionnelle. Et là, le Parti socialiste va jouer un rôle important pour aller partout, se positionner devant les masses de grévistes, de manifestants qui se pressent pour entamer la marche et pour la désamorcer en expliquant qu'on a gagné, le roi va abdiquer, ce qui est faux. Il n'était pas question de son abdication. On va même avancer que son avion est déjà prêt pour qu'il puisse partir, tout faire pour désamorcer cette marche insurrectionnelle. Ça sera fait, et donc on se retrouvera devant cette situation où on peut dire que le roi a été forcé à accepter cette délégation des pouvoirs à son fils par le gouvernement, mais il était forcé parce que le gouvernement lui-même a été forcé par le mouvement populaire qui le réclamait et menaçait de l'affrontement, un affrontement violent sur Bruxelles. La paix donc va pouvoir revenir, elle ne sera pas sans cicatrice. Oui, mais alors je voulais, puisqu'on arrive vraiment à la fin de notre entretien, aux conclusions, te poser la question suivante. Au fond, si l'on fait le bilan de tout cela, le patronat, la classe ouvrière, le monde politique, peut-on désigner, quand on voit ces trois acteurs, à côté du roi bien entendu, peut-on dire qu'il y a un gagnant? Y a-t-il surtout des perdants dans l'affaire? Il y a des gens qui ont été trompés,
la classe ouvrière, c'est quand même quelque part une petite victoire sur le plan politique, parce que le roi quand même, ben voilà, il ne sera plus là. Mais concrètement, s'agissait-il d'un combat uniquement politique de la classe ouvrière, ou derrière cela, y avait-il quand même des revendications sociales qui, elles, vont être mises sous le boisseau? C'était surtout et avant tout un combat politique et un combat qui se faisait contre ce fascisme, contre cet autoritarisme qui était représenté par le roi Léopold. On peut te dire que le monde ouvrier a fini par obtenir gain de cause, puisque le roi finira par abdiquer l'année suivante, après la délégation des pouvoirs qu'on avait accepté à son fils, mais la monarchie se maintiendra. Il y a là une plaie, donc il disait, laissera des cicatrices, et on se conviendra qu'il ne s'agira plus de retourner le couteau dans cette plaie, de plus parler de cette question royale dans la suite. La paix est revenue, on va maintenir l'église au milieu du village et la monarchie au milieu de l'État belge, mais ça ne sera plus une monarchie avec son arrogance d'antan, celle d'un roi qui, tout constitutionnel, bénéficiait de prérogatives plus importantes que les autres, ça sera celle de Baudouin, qui sera de plus en plus un roi, laissant la part belle au gouvernement, comme dans les autres monarchies constitutionnelles. Dernier élément, il y a peut-être un... Oui, je voulais encore te poser, et venir avec un élément, c'est au fond, la bourgeoisie qui l'a emporté, même si en 1944, naît la sécurité sociale, il y a eu un compromis entre d'une part le patronat et d'autre part les syndicats, dont on voit la naissance d'un État social, ce qu'on va appeler aussi plus tard l'État-providence, mais il n'en demeure pas moins que à cette époque-là, même si on est au début d'une période globalement de croissance sur le plan économique, la classe ouvrière n'a quand même pas gagné, parce qu'elle vit quand même dans des conditions quand même extrêmement difficiles. La preuve, c'est que 10 ans plus tard, il y a tout le ressentiment qui va sortir. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire, maintenant en raisonnant en termes non plus purement politiques, mais en termes de rapport de force, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement le patronat s'en tire bien parce qu'on a canalisé la classe ouvrière dans une voie de garage un petit peu quand même, et d'autre part la classe ouvrière, elle finalement... Voilà. Le patronat reste le patronat. Bien entendu. Le patronat, les grèves, il ne l'apprécie pas. Voilà. On peut se dire, il y a pression. Delaunay, par exemple, grand parent de l'industrie, qui est en rapport avec les leaders syndicaux, se rend compte que les leaders syndicaux ne maintiennent plus leur base, et on peut penser qu'ils font pression sur Léopold pour en finir avec cette question royale qui nuit tellement à l'activité économique et au bénéfice à leur profit. D'autre part, la situation internationale peut jouer. On est en 1950, le début de la guerre de Corée. Les États-Unis, il y a plein de guerres froides. Les États-Unis, l'OTAN voient d'un très mauvais œil que l'armée belge soit préoccupée de maintenir le calme intérieur alors qu'elle est appelée à d'autres missions pour la civilisation occidentale dans ces régions très lointaines de l'Asie. Tout ça peut avoir joué un rôle dans cette résolution de la question royale. Je voulais simplement indiquer qu'il y avait aussi un autre aspect qui avait été soulevé, c'est que, comme il n'y a pas de bon Dieu sans diable, je l'ai dit, il n'y a pas de question royale sans question populaire, il n'y a pas de question royale non plus sans question populaire qui pose l'inverse de la monarchie, c'est-à-dire la question de la République et la revendication républicaine. On l'a vu apparaître à la faveur des élections de mars 1950, quand le Parti communiste va poser cette question républicaine, mais on va la voir également dans les événements qui vont suivre. Lorsque le 1er août, la marche sur Bruxelles est désamorcée, le 11 août 1950, Baudouin, tremblant, va prêter le serment constitutionnel. On va entendre sur les bancs de la gauche, les bancs du Parti communiste, résonner un cri « Vive la République !» Ce cri, on va l'attribuer au président du Parti communiste, Julien Lahaut. On sait maintenant que ce n'est pas lui, c'est Gleaner, le
député de Charleroi qui va crier. Mais tout le monde l'attribue à Laho. Et on pense que c'est ce cri qui va être à l'origine de cet événement assez unique dans les annales parlementaires de la Belgique. Ce parlementaire, une semaine plus tard, le 18 juillet, est assassiné sur le pas de la porte. Et tout le monde fait le lien entre ce cri républicain qu'on lui attribue et l'assassinat. On sait que ça se fait dans un autre cadre. C'est dans le cadre des tentatives léopoldistes, corporatistes, autoritaires d'instaurer un État fort en Belgique que l'on vise cela. Hein, mais tout le monde fait ce lien. Et le 22 juillet, lors des funérailles de ce président du Parti communiste, Julien Laho, ça sera des centaines de milliers de travailleurs qui lui rendent un dernier hommage, et on peut se dire que cet aspect républicain a donc émergé à l'intérieur de cette société belge. C'est une des raisons pour laquelle les partis traditionnels, le Parti chrétien, le Parti socialiste, le Parti libéral, vont s'entendre sur un protocole qui sera révélé seulement en 1974, hein, un protocole en vertu duquel, mais on ne reviendra pas sur cette question qui a contribué tant à briser l'unité belge au profit de cette unité de façade et d'une Belgique qui va maintenant entamer, hein, dans cette période de prospérité, son parcours historique que l'on espère le plus calme possible, et on l'a vu, et ça fait l'objet de l'autre exposé sur la Grande Grève. 10 ans plus tard, eh bien, ce calme social sera de nouveau rompu. Voilà, c'est ici qu'on peut peut-être conclure totalement. Je vais peut-être montrer quelques ouvrages comme je le fais à la fin de tous mes propres cours. J'ai farfouillé un petit peu comme d'habitude dans ma bibliothèque, et à l'usage des auditeurs et des auditrices qui voudraient aller un petit peu plus loin dans ce qui a été dit ici, j'ai trouvé ceci. Alors, la Belgique sans roi, c'est en fait le volume de la nouvelle histoire de Belgique qui porte sur les années 1940-1950. Le livre a été écrit par Vincent Dujardin et Marc Vandenweygart. Alors, sous la page de couverture, on voit à gauche le roi Léopold III et à droite le prince Charles, donc le comte de Flandre, qui était régent pendant 6 ans. Un autre livre écrit par deux des auteurs que je viens de mentionner, plus un troisième, Michel Dumoulin, Léopold III aux éditions Complexes. Avec évidemment sur la page de couverture le roi dont il a été tellement question ici. Alors un ouvrage fondamental, celui de Jean Stengers, aux origines de la question royale, Léopold III et le gouvernement, les deux politiques belges de 1940 aux éditions du Culot. Alors, le livre blanc 1936-1946, le premier volume publié par le secrétariat du roi. Donc c'est un document évidemment tout à fait essentiel pour comprendre le point de vue du roi et la thèse qu'il défend dans les événements que Serge de Ruette nous a expliqués. J'ai ici également le rapport de la commission d'information instituée par Léopold III le 14 juillet 1946. Ça a été publié l'année suivante. Il n'y a pas d'éditeur, je vois, mais enfin c'est un document tout à fait essentiel aussi. Enfin, les mémoires et notes politiques de Jacques Pirenne, qui est le fils du grand historien Henri Pirenne, dont tu peux peut-être dire un petit mot sur le rôle qu'il a pu jouer. Ah, c'était le conseiller du roi, et on peut se dire que la politique royale de Léopold III, elle lui doit énormément. Donc cette politique qui s'inscrivait dans l'ère du temps des années 30 et puis de la Deuxième Guerre mondiale, celle des tendances à l'autoritarisme que Léopold représente, Pirenne, Jacques Pirenne,
son conseiller y est pour pas mal de choses. Pour pas mal de choses. Alors Serge, je te remercie infiniment. Je sais que tu as un rendez-vous urgent dans la demi-heure qui suit. Donc en tout cas, j'envie tes étudiants d'Université de Mons qui ont la chance de pouvoir écouter les cours d'un pédagogue hors pair. Moi-même, je connaissais bien sûr les événements, mais j'ai été véritablement pris par tes explications et fasciné comme si c'était la première fois que j'entendais parler de la question royale. Donc, je te félicite vivement et je crois que j'ai eu vraiment une bonne idée d'accepter ton invitation, de revenir donc aujourd'hui et peut-être qu'à l'avenir d'ailleurs, je n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à tes services. Et encore une fois, c'est très 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 gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Michel.